L'histoire de l'école en France, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui avec mes deux invités, Jean-Noël Luc et Pierre Porcher-Ancel. Alors messieurs, l'histoire de l'école, elle est aussi vieille que l'histoire de France. On va commencer au début du 19e siècle avec la construction, disons, de l'école primaire. Jean-Noël Luc, on croit souvent que tout commence avec Luc Ferry. Non, c'est pas exact. Guizot, c'est un nom qui compte. Parfaitement, vous avez raison. C'est vraiment, on peut dire, une des étapes fondatrices. Alors, la loi Guizot de 1833, elle impose aux communes de posséder une école publique payante pour les parents, de garçons ou mixte, de fournir à l'instituteur un logement et de compléter son traitement éventuellement. Elle oblige aussi les départements à ouvrir une école normale pour bien former les maîtres. Le ministre ne s'arrête pas là, il réglemente le fonctionnement des écoles, il leur fait envoyer des manuels et surtout il écrit à tous les maîtres, alors c'est complètement inédit, en soulignant notamment, je cite, l'importance de leur mission. Rappelons qu'on n'est pas sous la République, c'est la monarchie de Juillet. 1833, début de la monarchie de Juillet. Le bilan, très rapidement, une régression de la proportion des communes sans école, d'à peu près 40% à 10% en 15 ans, et la multiplication des écoles normales, qui passe de 41 à 74 pour 86 départements. Mais il y a un autre élément important, avec la loi Guizot, commence vraiment l'intervention, alors qui va être croissante, de l'État dans l'instruction primaire. C'est le vœu de Guizot qui considère que ce qui est essentiel dans les sociétés modernes, dit-il, c'est le gouvernement des esprits. Et l'État ne peut pas s'en désintéresser. Alors que jusqu'alors, on peut dire que la scolarisation, c'est quand même d'abord l'affaire des familles, de certaines communes, de bienfaiteurs, des églises, on ne le dira jamais assez, qui depuis longtemps, dans certaines régions, ont financé des écoles. Et Guizot n'était pas hostile aux églises, puisqu'il était protestant lui-même. Tout à fait. Il considérait que l'État et l'Église étaient des institutions solides, justement, qui pouvaient gérer la scolarisation. Il pensait qu'il y aurait une espèce d'émulation entre le public et le privé. Il n'est pas du tout dans une optique où le public doit écraser le privé. Alors on est dans une optique où les relations entre le public et le privé ne se posent pas effectivement du tout dans les mêmes termes qu'elles se posent aujourd'hui. Dans cette optique-là, on n'est pas nécessairement sur un État qui souhaite combattre le privé, puisque l'offre de base n'est pas suffisante pour l'ensemble des enfants. Donc la priorité, c'est avant tout d'opérer une couverture territoriale. Et vous parliez, chers collègues, de la loi Guizot, mais il y a aussi l'ordonnance Pellet de 1836 qui étend une partie des obligations de la loi Guizot aux jeunes filles. Aussi, donc qu'elle comporte quoi, c'est pour les jeunes filles? Qui vise à encourager l'ouverture d'écoles pour les jeunes filles. Elle est peu appliquée, mais néanmoins son existence mérite, je pense, d'être soulignée. Et est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que le corps des instituteurs est créé? C'est pas encore tout à fait un corps. Il faut attendre le second empire. C'est pas encore tout à fait un corps. Les enquêtes pour que les instituteurs eux-mêmes se présentent comme membres d'un corps enseignant. Oui, la pluriactivité est encore assez régulière. Oui. C'est-à-dire que le traitement est très modique et il n'est pas rare que l'instituteur occupe plusieurs emplois, y compris d'ailleurs agricoles ou artisanaux, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Oui, et alors il y a une lettre, il y a une lettre aux instituteurs de Jules Ferry qui est célèbre, mais il y en a aussi une de Guizot, vous l'indiquez, il y a une lettre fameuse de Guizot aux instituteurs, et c'est le premier. On commence par Monsieur l'instituteur, ce qui est quand même extrêmement gratifiant pour les maîtres. Donc il faut rappeler cet épisode de Guizot qui est important, parce que je suppose que ça contribue à faire baisser l'illettrisme, évidemment. C'est donc crucial. Et puis après, il y a un épisode un peu oublié, c'est celui de la loi Fallou en 1850, mais certaines dispositions sont encore en vigueur, paradoxalement. Qu'est-ce que c'est la loi Fallou ? Alors, la loi Fallou, c'est une loi qui est prise sous la Deuxième République en 1850, donc au moment de la République conservatrice. Et cette loi vise à... Alors, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, c'est un des objets qui a été beaucoup débattu à l'époque, vise à mettre fin au monopole de l'État sur l'enseignement secondaire. Parce que depuis le Premier Empire, les lycées avaient le monopole de l'enseignement, en théorie, même s'il y avait bien sûr des arrangements, on va dire, liés au manque de lycées, tout simplement. Et en réalité, les institutions et pensions catholiques étaient tenues d'envoyer leurs élèves suivre les classes des lycées et s'occuper d'eux pour le reste de l'internat, donc pour les répétitions, pour la demi-pension, etc. Et c'était une obligation dans les villes de lycée.
les institutions et pensions catholiques devaient, et privées devaient... On appelait ça comme ça, pardonnez-moi de vous couper, on appelait ça comme ça les villes de lycée, c'est une expression d'époque? Les villes de lycée, c'est les villes sièges de lycée, c'est-à-dire on ne tolérait pas qu'une institution privée fasse concurrence au lycée entretenu par l'État dans la ville. Et ça change avec la loi Fallou? Alors la loi Fallou met fin à cet état de choses et ouvre la voie à une autonomisation des établissements privés, notamment catholiques, qui ont autorisé non seulement à avoir des études et des internats, mais aussi à avoir un corps enseignant qui donne des classes. Alors, il y a aussi un aspect plus de combat, disons, où l'instituteur est, je crois, placé sous la surveillance des ministres du culte et puis aussi des maires. Ça, c'est pour le primaire, effectivement. Oui, c'est pour le primaire. C'est du côté du primaire. La loi Fallou va revenir sur certaines des dispositions de la loi Guizot. Par exemple, avec cette loi, une école, alors on dit à l'époque une école libre, on ne dit plus d'école privée, une école libre peut tenir lieu d'école publique, ce qui dispense évidemment la municipalité de faire un effort. Cette loi va aussi réduire très sérieusement le niveau d'enseignement des écoles primaires. Elle va rendre les écoles normales facultatives. Et enfin, un autre exemple qui montre bien qu'on est dans un contexte, on peut dire, un peu de réaction quand même cléricale, la lettre de nomination qu'une maîtresse congréganiste reçoit de sa supérieure pour aller enseigner est considérée comme équivalente des diplômes qui sont exigés des maîtresses laïques. Mais en même temps, oui, la loi Fallou et puis les mesures qui suivent, il y a un paradoxe qu'il ne faut pas négliger. D'un autre côté, cette loi renforce l'instruction primaire sous l'autorité de l'État face aux notables. Elle renforce cet enseignement primaire en augmentant le traitement des maîtres et des maîtresses, en nommant dans chaque arrondissement un inspecteur primaire et dans chaque département un inspecteur d'académie. Il y a donc là deux relais du pouvoir central face, on peut dire, aux pouvoirs locaux des notables, mais aussi des églises. Et puis surtout, mon collègue évoquait tout à l'heure l'ordonnance de 1836 de Guizot. C'est vrai, mais pour Guizot, les écoles de filles n'étaient pas prioritaires. Alors que la loi Fallou est ici très innovante, elle impose à toutes les communes de plus de 800 habitants d'entretenir une école publique de filles. C'était un peu inattendu. Tout à fait. On peut dire que cette loi conservatrice va vraiment enclencher le début du rattrapage de la scolarisation des filles qui va se faire tout au long du Second Empire. Alors il faut dire tout de suite qu'il y a une deuxième étape importante, c'est la loi de Victor Duruy, bonapartiste mais aussi libéral, en 1867, ce qui fait qu'on considère qu'au moment où Jules Ferry arrive, enfin en 1880, la scolarisation des filles a rattrapé celle des garçons. Là, alors ça c'est très intéressant ce que vous nous dites, Jean-Noël Luc, parce que c'est pas du tout connu. C'est donc la loi Fallot d'une part, et puis après le Second Empire, oui, dans sa période libérale, avec Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique dans les années 1860, qui permet ce rattrapage de l'instruction des filles par rapport aux garçons. La scolarisation primaire des filles au XIXe siècle n'est pas l'œuvre de la Troisième République. Ben voilà, voilà une info qu'il faut mettre en avant parce qu'elle est vraiment tout à fait méconnue. Alors arrivent ces fameuses lois Ferry et on n'y échappera pas. Le triptyque de l'instruction primaire obligatoire, gratuite et laïque. Est-ce que obligatoire et gratuite, c'est vraiment une rupture par rapport à ce qui précède ou c'est dans la continuité des efforts antérieurs? Alors d'abord, il faut rappeler que ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction. La République est libérale et donc on n'aurait jamais toléré que l'État prive les parents de la possibilité de faire instruire leurs enfants chez eux ou dans une école privée. Donc il y a l'instauration d'une obligation d'instruction, y compris à domicile, en contrepartie naturellement d'un contrôle qui se fait par les inspecteurs dont mon collègue parlait. Et pour le reste, peut-être vous... Donc, merci de m'avoir corrigé. C'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. L'instruction, absolument. L'instruction. Alors, je crois qu'il faut être très clair. Hein. L'innovation, ce n'est certainement pas l'obligation, la gratuité. L'innovation, c'est la sécularisation de l'instruction publique. Pourquoi c'est pas l'obligation de la gratuité? Parce que à partir de 1880,
selon les régions, entre 7 et 9 enfants sur 10 vont déjà à l'école. Les Républicains, d'ailleurs, ils ne l'ont pas nié. Hein. C'est le discours laïque postérieur du XXe siècle qui a instrumentalisé. Mais les Républicains n'ont jamais nié qu'ils héritaient de l'effort de tout un siècle. Guizot, Fallou, Duruy, etc. Donc les enfants vont à peu près tous à l'école et 60% d'entre eux y vont gratuitement. Donc alors, où est l'innovation chez Ferry? C'est la laïcisation. C'est là qu'est la rupture. Laïcisation des locaux, d'où on retire les crucifix, laïcisation des programmes, d'où on retire l'instruction religieuse, laïcisation de l'inspection, plus d'évêques, plus de prêtres qui inspectent les écoles publiques, laïcisation du personnel aussi, parce qu'en 1886, les maîtres et les maîtresses religieux ou religieuses sont exclus par étapes de l'enseignement public. Alors pour bien comprendre, une école publique pouvait employer des congréganistes, si la municipalité le choisissait. On parlait alors d'une école publique congréganiste. Et il y a un deuxième élément important dans les lois Ferry, comme vous le dites, un ensemble de lois de 1879 et 1889, moins connu peut-être du grand public, c'est l'organisation d'une filière d'enseignement populaire gratuite à plusieurs niveaux. Le plus important, c'est ce qu'on appelle les écoles primaires supérieures, après le post-élémentaire, parallèle au collège et au lycée. C'est vraiment la voie de la prolongation de la scolarisation, donc au-delà 12-13 ans. Est-ce que, pardonnez-moi de vous couper juste, c'est après le certificat d'études? Ah oui, tout à fait. Donc le certificat d'études, qui était très réputé, ça couronne... Ça ne couronne pas l'ordre primaire, puisqu'après le primaire élémentaire, il y a ce qu'on appelle le primaire post-élémentaire. À l'époque, on parle d'école primaire supérieure. Des sociologues ont écrit un ouvrage et ils parlent de collège du peuple. C'est un petit peu une image, mais qui résume bien. Mais des établissements gratuits qui vont permettre à plusieurs enfants de la classe moyenne ou populaire de connaître une véritable ascension sociale, comme technicien, pour les filles dans les postes, dans les contributions. Bref, c'est une véritable promotion offerte par les écoles primaires supérieures. Cette filière comporte aussi des écoles normales de filles qui sont rendues obligatoires. Le niveau de l'enseignement, par ailleurs, a été surélevé. Alors évidemment, et j'en termine par là, ce gros effort de la République enseignante en faveur du primaire a un coût. La contribution de l'État aux dépenses du primaire, eh bien, début de monarchie de Juillet, 18%, début Troisième République, 25%, 1900, les 2/3. Une bonne école, ça coûte cher. Une bonne école, ça coûte cher. Alors, et à côté de cela, Pierre Porcher, il y a aussi le lycée, j'allais dire traditionnel, mais qui est réservé à une minorité. Mais qui y accède? Alors effectivement, vous avez, en parallèle de l'enseignement primaire, il y a une autre construction historique d'ailleurs qui lui est antérieure, puisque les lycées, c'est une des masses de granit posées sur le sol de la France par le Premier Empire. Les lycées sont créés en 1802. L'université impériale est instituée entre 1806 et 1808. C'est le corps enseignant laïque qui enseigne dans les lycées et les collèges. À l'époque, lycée et collège, c'est la même chose. D'accord ? Le lycée, c'est un établissement secondaire financé par l'État. Le collège, c'est la même chose, mais financé par les municipalités. Ils accueillent cependant les élèves depuis très jeunes jusqu'au baccalauréat, voire aux classes préparatoires. Donc vous avez une construction historique qui est héritière des collèges d'Ancien Régime, qui a de très fortes traditions et qui se construit complètement parallèlement et indépendamment du primaire, qui lui intervient seulement en 1833. Ces établissements secondaires, ils ont avec le primaire au moins 5 différences. La première, c'est celle du corps enseignant, puisque les collèges et les lycées bénéficient de professeurs spécialisés, d'accord, qui ont fait des études supérieures, alors que dans l'enseignement primaire, vous avez de plus en plus des instituteurs qui ont fait eux aussi des études supérieures, mais qui sont omnivalents ou plurivalents. Michelet a commencé comme professeur de lycée, par exemple, pour prendre un exemple illustre. Oui, il y a beaucoup de personnages illustres au XIXe siècle qui ont été professeurs de lycée parce que aussi les lycées, par exemple, ont longtemps représenté l'essentiel de l'enseignement supérieur scientifique. Puisque les facultés avaient été supprimées sous la Révolution et n'ont été réorganisées qu'ultérieurement. Donc le corps enseignant, vous avez le contenu de l'enseignement, le collège et le lycée, c'est le royaume du latin et du grec. Alors que dans l'enseignement primaire, on a un enseignement qui est moins axé sur la culture générale, qui est plus axé sur des savoirs pratiques,
Par exemple, on montre souvent les cahiers où on voit la calligraphie des élèves. C'est pas seulement pour faire joli, c'est parce que pour être admis comme employé quelque part, savoir faire de la copie, qui est l'essentiel du travail d'employé, est un élément déterminant. C'est vrai que c'est impressionnant, cette qualité d'écriture. On ne peut pas s'empêcher d'être admiratif. C'est une compétence professionnelle. Oui. De la même façon qu'apprendre les départements, quand on est postier, c'est indispensable. Donc c'est pas seulement... Enfin, ça répond aussi à un besoin d'insertion dans le marché du travail, si j'ose dire. Donc les enseignants, le contenu de l'enseignement. Vous avez aussi un troisième facteur extrêmement important, c'est la gratuité et les frais scolaires. Dans l'enseignement secondaire, pour payer une scolarité complète à un enfant en externat, ça peut coûter jusqu'à 2 ans de salaire pour un artisan en région parisienne. En internat, ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 ans. Il y a des bourses ? Il y a des bourses, effectivement, mais elles relèvent quand même de ce que disait Ferdinand Buisson, elles relèvent d'exceptions consolantes. Alors, qui ont donné des personnages illustres, Marcel Pagnol, des gens qui ont compté dans la... Daladier était boursier, il en était très fier. Voilà, mais ça représente quand même statistiquement une part infime vraiment de la population des lycées et des collèges. Pour vous donner un exemple, le nombre de boursiers planifiés par Napoléon Ier n'est atteint que dans les années 1880. Donc ça relève vraiment de l'exception consolante, illustre, mais néanmoins exception consolante. Statistiquement, le public des lycées et des collèges, c'est un public qui est plutôt bourgeois, favorisé, même si la République tente de diversifier ces publics en ouvrant de nouvelles filières d'enseignement. Par exemple, l'enseignement moderne, qui est l'héritier de l'enseignement spécial fondé par Duruy, sans latin et sans grec, visait précisément à permettre aux couches nouvelles de Gambetta. Quelle époque ? Alors l'enseignement moderne, il se fait progressivement, mais on va dire qu'il devient une filière à part entière entre 1890 et 1902, où devient... Très bien. Voilà. Jean-Noël Luc, alors cette gratuité du secondaire, c'est une affaire importante. Quand est-ce que les lycées deviennent gratuits, publics deviennent gratuits en France ? Alors ça se fait par étapes. À partir de fin des années 1920, début des années 1930, très progressivement, parce que c'est un vaste débat. On parle souvent de la guerre scolaire comme querelle qui oppose le public et le privé. On oublie qu'il y a une autre guerre interne même au camp laïque, c'est celui des primaires et des secondaires. Les deux ordres que l'on a vus, on parle d'ordre d'ailleurs, d'ordre d'enseignement primaire, d'ordre secondaire. C'est très fort. On ajoute l'ordre technique lorsque l'enseignement technique est rattaché à l'instruction publique en 1920. Comme vous dites, oui, c'est vraiment très très fort, de la maternelle pour le primaire ou des jardins d'enfants pour le secondaire, jusqu'au sommet. Et comme l'a dit mon collègue, il y a vraiment une structuration, y compris à travers le contenu et à travers les enseignements. Donc, il y a véritablement un débat, des polémiques pour ou contre la gratuité et pour ou contre l'unification du système. Pour vous donner quand même un peu une image qui montre que, vous disiez c'est très fort ces ordres, j'aime bien rappeler le témoignage de Maître Naud. Maître Naud est un grand avocat des années, fin de la Seconde Guerre mondiale, des années 50-60. Il sort du primaire, il sort même du sommet du primaire, l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et il disait en plaisantant que pour bien distinguer les primaires de secondaire, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Mais ça ne l'avait pas empêché d'avoir une brillante carrière. Oui, parce qu'il avait bifurqué, il faisait partie entre guillemets de ces primaires qui avaient passé le bac. Et il y en avait. Quelques-uns. Alors il y avait surtout, pour bien peut-être nuancer, parce que c'est vrai que notre discours pourrait paraître un peu daté, et la recherche a bien montré que, à côté de ce cloisonnement, jouent ce qu'on appelle les enseignements intermédiaires, des enseignements techniques, professionnels, qui se sont considérablement développés au XIXe siècle, mais qui ont été étudiés beaucoup plus tardivement, à l'initiative de municipalités, du patronat, d'associations, les écoles primaires supérieures. Les écoles primaires supérieures, dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment ce qui permet à la scolarisation post-élémentaire de progresser. Les lycées stagne relativement et le technique, il n'est pas très important. Donc ce qu'on appelle ces enseignements intermédiaires ne doivent pas être négligés parce qu'ils ont vraiment permis une promotion. Alors après, c'est la bouteille à moitié pleine ou moitié vide. Voilà. Certains vont dire oui, mais elle est bornée. C'est vrai qu'elle est bornée puisque ces enseignements qui ne conduisent pas au baccalauréat ne débouchent pas sur l'université. En revanche, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, incontestablement, c'est une voie de promotion pour de très nombreux enfants, y compris des filles, des classes populaires et des petites classes moyennes. Et ceci dès la fin du XIXe siècle ? Ah ben, bien sûr, bien sûr.
Bon, donc ça, c'est très intéressant. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. Dans les années 30, le ministère de la rue de Grenelle change de nom. Pourquoi est-ce qu'il arrête de s'appeler ministère de l'Instruction publique et il devient ministère de l'Éducation nationale? Alors, c'est une très vaste question que je vais essayer de traiter brièvement, mais après la Grande Guerre, il y a l'idée qui émerge, elle est formulée par les compagnons de l'Université Nouvelle, que puisque les parents de diverses classes sociales ont combattu ensemble, les pères, il n'est pas normal que leurs enfants demeurent séparés sur les bancs de deux écoles différentes. Donc il y a tout un mouvement qui se crée en faveur d'une école unique, et ce mouvement s'accompagne d'une volonté de rénovation pédagogique, dont d'ailleurs l'objectif est la démocratisation de la sélection. On ne cherche pas à augmenter le volume des élèves de l'enseignement secondaire, mais à élargir la base au sein duquel la sélection est faite. Et dans ce cadre-là, donc il y a une volonté d'ouvrir les bases dans lesquelles les élites françaises sont sélectionnées. Et donc il y a ce premier mouvement, et il y a aussi l'idée que l'État va prendre en charge les enfants de façon plus globale. C'est-à-dire on ne se cantonne plus à l'instruction, mais on va prononcer une ambition éducative, d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, parce que on le voit bien dans les réformes de la discipline à la fin du 19e siècle, il y a une ambition éducative qui est posée. Mais là, l'idée, c'est qu'on va on va entreprendre de démocratiser la sélection et de proposer à tous les enfants de France une instruction solide qui assure leur avenir, mais aussi une éducation. Voilà, finalement, ça entérine plus une situation qui existait plus ou moins de fait déjà avant. Et qu'est-ce qui change à la Libération? Le plan Langevin-Vallon, peut-être? Qu'est-ce qui... En quoi le plan Langevin-Vallon, évidemment, je veux dire, c'est la Bible. La Bible du monde laïque, la Bible à laquelle aussi tous les enseignants se réfèrent, tous les ministres aussi. On pourrait dire que c'est en quelque sorte la concrétisation de tout le projet de l'unification et de la démocratisation de l'enseignement sur lequel, mon collègue l'a rappelé, on commence à réfléchir déjà après Jules Ferry, enfin dès la Belle Époque. Alors évidemment, il propose de simplifier, de démocratiser, de lever les barrières sociales, mais il ne sera jamais appliqué. Les mesures qui vont progressivement ouvrir socialement l'enseignement, le démocratiser, vont venir par étapes, et en particulier sous la 4e. Alors, pourriez-vous nous donner quelques grandes étapes de cette évolution? On peut dire effectivement un exemple, c'est la réforme Berthoin, au tout début de la 5e République, ministre radical du général de Gaulle, 1959. Alors, il faut situer le contexte. C'est le marché commun, 1957, c'est la concurrence internationale, et il n'y a pas de doute, il faut moderniser l'économie française. Et pour cela, il faut plus de techniciens, plus de scientifiques. C'est, on peut dire, un peu l'obsession des économistes, des milieux d'affaires, des milieux gaullistes, qui sont soucieux de rompre avec le malthusianisme du secondaire dont mon collègue a parlé. Trop littéraire, trop élitiste. Ah non, malthusianisme, c'est-à-dire on reste un peu entre soi, c'est-à-dire un secondaire réservé à une certaine élite. Dont le bac témoigne d'ailleurs. Voilà. En 1881, c'est 1,5% d'une classe d'âge qui est bachelière. On atteint 2,5% en 1930 et on est à peine à 20% en 1970. Oui, mais c'était important, comme vous l'avez fait très bien, de rappeler que ça n'avait pas le même sens, en quelque sorte. C'est vrai. Ni la même vocation. Donc c'est là qu'il y a l'obligation scolaire à 16 ans. Alors Berthoin décide que en 1959, pour tous les enfants qui ont 6 ans, ils auront une obligation scolaire, ils auront l'école jusqu'à 16 ans. Avant, c'était 13 ans, Jules Ferry, sauf si on avait le certificat d'études, 14 ans avec le Front populaire, il prolonge jusqu'à 16 ans. Et puis, il essaie aussi, il échoue, mais il faut dire que le premier cycle du second degré est extrêmement complexe. Oui. Il essaie de favoriser la bifurcation. Enfin, en fait, il y a une idée qui reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est orienter au maximum le flux montant, parce qu'on est en période de baby-boom, c'est le véritable raz-de-marée à partir de 1957, la scolarisation du premier cycle. Orienter ce flux vers le technique court ou vers le technique long, dont l'économie a besoin, et non pas vers l'enseignement général. Et ça, c'est ce que De Gaulle, Michel Debré, ces gouvernements successifs s'efforcent tant bien que mal de faire. C'est un besoin ça répond, si vous voulez, à des besoins d'économie. On a là un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de gauche, mais qui rompt avec un malthusianisme scolaire. Alors, un mot peut-être de la loi Debré de 1959, parce que c'est la même année. Il y a cette fameuse loi Debré qui va régir et qui régit toujours
les rapports entre l'école publique, entre l'État et l'école privée. Vous pouvez nous dire un mot de cette fameuse loi ? Oui, alors c'est une loi qui vise à réorganiser les relations entre l'enseignement privé et l'enseignement public, dans un contexte, comme l'a rappelé mon collègue, de démocratisation puis de massification. C'est à ce moment-là qu'on accorde aux établissements privés la possibilité d'être sous contrat, tout en conservant, dit la loi, leur caractère propre. Donc là, il y a un équilibre entre la volonté d'unifier le système éducatif autour de l'enseignement public et sans doute le pragmatisme qui conduit à dire, bon là, on a des classes nombreuses qui montent et donc il faut que l'enseignement soit organisé. Voilà. Et par ailleurs, ça rentre dans le cadre de la vision gaulliste de l'organisation de l'enseignement. Donc il y a depuis des établissements privés sous contrat d'association et d'autres qui ne souhaitent pas être sous contrat avec des obligations différentes. Voilà, donc il y a un contrôle de l'État sur ces établissements en échange des subsides qu'il leur accorde. C'est en fait, on peut dire, une tentative de Michel Debré, qui est Premier ministre, mais qui récupère provisoirement le portefeuille de l'Éducation nationale. C'est une tentative pour sortir de la guerre scolaire par une sorte de compromis. Bon, c'est un échec, puisque le camp laïque se mobilise, proteste, 11 millions de signatures contre la loi étant accusée, comme l'a dit mon collègue, de légaliser cette notion de caractère propre qui est perçue par les laïcs comme une atteinte au principe de laïcité. Le caractère propre de l'enseignement confessionnel qui est dans la loi. Qui est d'inspiration. Ah oui, mais à l'époque, il ne l'est pas. Le caractère propre. La loi, en fait, c'est De Gaulle qui a suggéré cette notion de caractère propre. Mais la loi ne définit pas. Alors, dans l'usage, c'est une orientation pédagogique particulière. Une école Montessori, elle a son caractère propre. C'est une inspiration religieuse. C'est le Conseil d'État qui précise ça dans ses décisions, ses arrêts, depuis ? Oui, en 1977. Très bien. Très bien. Alors, et ensuite, je suis obligé d'aller à très grands pas, parce que le temps presse. Donc, il y a les bouleversements de la société française des années 60, mai 68, et puis arrive, au début des années Giscard, la loi Haby, le collège unique. Qu'est-ce que c'est que le collège unique ? Alors là aussi, c'est une vaste question qui effectivement s'inscrit, qui en réalité, d'ailleurs, quelque part, est une postérité intéressante du plan Langevin-Wallon, qu'il avait plus ou moins appelé de ses voeux, même si le périmètre de ce plan était beaucoup plus vaste. Donc là, l'idée de la loi Haby, donc on est dans le contexte de post-68, on demande de rénovation pédagogique, de justice sociale, finalement, on critique l'organisation de l'enseignement telle qu'elle existe à l'époque, qui continuerait finalement les anciennes filières héritées de la Troisième République. Et qu'est-ce qui change ? Alors, qu'est-ce qui change ? On va créer un collège unique, ça veut dire que vous aviez plusieurs types de collèges. Vous aviez des collèges d'enseignement technique, vous aviez des collèges d'enseignement général, qui étaient les héritiers des cours complémentaires de l'école primaire, et vous aviez les collèges d'enseignement secondaire, qui étaient les héritiers des premiers cycles des collèges et des lycées, où on faisait du latin et du grec. Et on décrète désormais que les collèges d'enseignement secondaire et les collèges d'enseignement général seront fusionnés sous le nom de collège unique. Merci, je suis hélas obligé de vous couper, le temps est impitoyable. Merci messieurs, on s'est beaucoup instruit grâce à vous. On y voit plus clair. Je rappelle vos livres, Jean-Noël Luc en particulier. Je recommande chaleureusement Histoire de l'enseignement en France chez Armand Collin. J'espère que votre thèse toute récente sera bientôt publiée. On n'a pas pu parler de tout ce dont on espérait pouvoir parler. Je ne vois qu'une solution, vous réinviter, messieurs, pour poursuivre ce débat passionnant. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne du Figaro TV, mais aussi en replay et sur l'application du Figaro. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.